L'année s'achève et la vie continue, disait Sam Mangwana, le patron du groupe africain All Star. Nous sommes le dimanche 19 décembre 2021 qui marque la fin de la 50e semaine de cette année. 13 heures passées de 45 minutes ici à la paroisse Bon-Berger. Même heure à Gléy dans la préfecture d'Anié. Même heure également à Yadé dans la Koza. Merci à vous qui êtes restés pour suivre la messe une seule avec les confrères ici présents de gauche à droite. Et dans l'ordre d'arrivée, Germain Pouli, le patron, vous le reconnaîtrez par sa barbe et sa tête grisonnante et puis artistique, bien sûr. On dirait un peintre, le peintre Picasso du Moyen-Âge. Ça va arriver. Il est le patron du journal ou du magazine, j'allais dire, Togo Réveil. À droite, c'est bien Luc Abaki qui retrouve son ancienne maison. Il fut rédacteur en chef à la télévision deuxième dans les années 2003-2005 par là. Après, appelé à servir d'autres organes, il est passé par LCF, la chaîne du futur, où il fut directeur général. Aujourd'hui, il est un blogueur et puis, sans oublier, Republic of Togo.com qu'il a encore dirigé. Aujourd'hui, il est journaliste indépendant, blogueur, analyste et chroniqueur. Tout ça, il est là ce midi ou cet après-midi. Ça dépend du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Nous, on est dans le 16e fuseau horaire. On n'est qu'à 13h45. On peut parler de midi. Alors à tous, je vous prie de vous joindre à moi pour souhaiter une cordiale et patriotique bienvenue. Germain, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les téléspectateurs. Luc, c'est avec plaisir que nous vous trouvons. Oui, le plaisir est partagé. Je vous remercie d'avoir rappelé tout mon parcours, surtout 7 ans assez forts que j'ai eu à passer à TV2. Je peux dire que mes premiers pas en matière de journalisme, je les ai faits ici. Donc les semences, je les ai faites ici. Donc je suis très heureux de pouvoir me retrouver ici. Surtout avec un contradicteur de taille que je connais depuis très longtemps. J'espère que nous aurons des échanges très fructueux. Très bien. Disons que c'est un rendez-vous de retrouvailles parce que Germain Pouli et moi, on s'est toujours retrouvés, mais nous avons aussi posé nos premières valises ensemble à Radio Galaxy dans les années 94-98 par là. Oui, nous avons fait nos premières armes sur cette radio-là, Radio Galaxy, qui était située juste en face de l'Iamo. À l'époque, on était très jeunes. On s'est beaucoup battu avec la passion qu'on avait pour le métier. Et on se retrouve une vingtaine d'années plus tard à d'autres postes, à d'autres pôles aussi, mais toujours dans l'information. Et ça fait vraiment plaisir aussi de retrouver Luc, qu'on a perdu de vue, qui revient, qui est assez présent en tout cas sur les réseaux sociaux, il est sur le numérique, mais il revient et ça fait plaisir de retrouver un grand analyste comme lui et qui vient aussi enrichir le débat. Merci surtout pour l'invitation. Il a l'art aussi de la rhétorique et du franc-parler. Techniquement, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Ibrahim Machi au cadrage et de l'autre côté c'est Garter Bidola qui nous met en orbite partout où vous êtes pour que vous puissiez nous voir. Alors, la première messe, comme d'habitude, n'ayant pas lieu parce que l'officiant de cette première messe anti-Covid n'étant pas arrivé, nous attaquons directement l'évangile selon Saint Éric avec comme premier chapitre les hommages rendus aux 7 casques bleus fauchés en terre malienne par une mine d'explosion alors qu'ils étaient en mission de maintien de la paix. Ils ont eu droit aux hommages bien mérités de la part de la nation toute entière. Leur a rendu donc à la place des fêtes du palais de la présidence en présence du chef de l'État, son excellence Fort Eswazna Nyasingbe,
entouré des plus proches collaborateurs, surtout des membres du gouvernement, de l'Assemblée nationale, des responsables des autres institutions de la République et surtout d'une forte délégation des forces armées togolaises. C'était triste, n'est-ce pas? Et là, si on peut voir les images avec la complicité de Gartin pour cette cérémonie. Voilà les 7 voyants combattants, soldats togolais tombés, les armes à la main, comme on le dit au Mali. Germain, c'est vraiment triste, hein? Oui, c'est très triste parce que, comme on les appelle, ils sont les soldats de la paix. Ils sont allés combattre le mal sur les terres maliennes et malheureusement, le sort n'a pas voulu qu'ils reviennent. Mais on sait que la mort aussi fait partie du quotidien du soldat qui est régulièrement appelé, surtout par ces temps de menaces terroristes, à être donc sur le terrain. Et je crois que c'est un hommage pas seulement national, il est un hommage international. Les représentants de l'ONU aussi étaient là pour cette circonstance et donc pour témoigner leur compassion au Togo, aux forces armées togolaises, aux familles des soldats qui sont partis. Et parmi eux, il y a une femme aussi donc, qui est tombée sur le champ d'honneur. Et avant tout commentaire, nous aussi nous inclinons donc devant la mémoire de ces valeureux soldats-là et que leur mort serve à la paix. Il faut que le Mali retrouve la paix. Il faut que les autres théâtres sur lesquels nos soldats sont engagés sous la bannière de l'ONU, il faut que la paix donc revienne sur toute cette terre-là et que de moins en moins on ait besoin que nos soldats et ceux des autres pays sous la bannière de l'ONU aillent donc pour de telles missions qui sont des missions à haut risque. D'accord. Luc, disons-le, ils sont morts pour que vive la paix en Afrique. Oui, justement, je crois que je vais joindre juste ma parole à celle de Germain pour saluer cet hommage mérité qui a été rendu à ces 7 vaillants combattants qui sont devenus des héros nationaux pour avoir engagé leur vie pour la cause de la paix. Cela dit, nous avons aussi été émus par le message que le président de la République lui-même avait passé aussitôt au lendemain justement de cette annonce du décès de l'attentat que nos forces de l'ordre dont nos forces de l'ordre ont été l'objet au Mali. Cela a le mérite justement de gargariser nos forces armées togolaises et de leur faire comprendre que quel que soit ce qui se passe et quoi qu'il arrive, il y a toujours des dirigeants qui peuvent effectivement, qui ont un engagement pour la cause de la paix et qui sont prêts à mettre les moyens qu'il faut en vue donc de leur garantir les conditions optimales d'exercice de leur fonction. Et moi, cette action, je la salue bien entendu. Et nous prions que, bon, c'est vrai que c'est un métier à haut risque, mais que ces genres de situations ne nous arrivent pas aussi souvent, parce que dans le cas d'espèce, nous sommes à la fin de l'année, nous imaginons le deuil qui frappe ces familles éplorées et le désarroi qui va accompagner cela. Mais, comme l'a dit Germain, ça fait partie de la vie. Je crois que les vivants doivent maintenant œuvrer effectivement pour la préservation et la consolidation de la paix partout dans le monde, de manière que ces situations ne nous arrivent pas. Et il faut le dire, Germain l'a su bien relever, à la place des fêtes hier, c'était un fort Gnassingbé très attristé, très émotionné, on pouvait le lire dans son visage très crispé et puis les yeux vraiment rouges. Mais c'est une question de responsabilité, c'est-à-dire que lui, en tant que chef d'État, donc père d'une nation, lorsque ses enfants qu'il a envoyés pour une mission, pour une cause noble, finissent par avoir de la vie fauchée, naturellement, je pense que c'est un état d'esprit qui vient de lui-même, qui indique probablement son sens de responsabilité vis-à-vis de ses militaires. Ils ont été décorés, Germain, à titre posthume. Quel est le sens même de cette expression ou cette cérémonie de la décoration à titre posthume? Oui, la décoration, c'est quand on vous élève, on vous fait honneur, on vous élève
partir des grades, donc à partir des distinctions honorifiques, surtout dans l'armée. Et à titre posthume, tout simplement pour dire que vous n'avez pas été élevé de votre vivant. On ne vous a pas rendu ces hommages-là de votre vivant. Vous n'avez pas eu cette distinction honorifique-là que généralement elle porte sur la poitrine et parfois au cou, ça dépend donc de la distinction. Et que après la mort, quand même, on reconnaît que vous avez été quelqu'un de valeureux, quelqu'un qui travaillait dans le domaine qui était le sien. Et donc, ce travail qu'ils ont fait au Mali, même s'ils ne sont pas revenus, on le leur reconnaît même après leur mort. Et donc, ils restent médaillés, ils restent décorés. Et c'est une façon de rendre hommage à quelqu'un, même s'il ne vit pas, et qu'on sache qu'on lui reconnaît tout ce travail immense, tout ce mérite-là qu'il a eu. C'est une bonne chose. On aurait souhaité qu'ils reçoivent ces hommages-là de leur vivant, parce que plusieurs, après ces missions de l'ONU, quand ils reviennent, après ils sont décorés pour avoir servi la cause de la paix ailleurs. Donc bien après la mission, mais ceux-là, ils n'ont pas pu revenir vivants. Ils méritent cette décoration-là. Et le chef de l'État, qui est en même temps le chef suprême des armées, qui est donc le commandant en chef des armées au Togo, vient de perdre des éléments de valeur, et c'est ce qui explique aussi sa tristesse. Et la tristesse est d'autant plus grande qu'ils sont morts loin de chez eux. Vous savez que nous aussi, de plus en plus, nous sommes attaqués. Et on se bat, en interne aussi les soldats se battent, mais ceux-là sont allés combattre le mal à l'extérieur, et c'est encore plus douloureux quand on meurt là et qu'on nous ramène. Et donc vous comprenez l'émotion du chef de l'État, l'émotion de toute cette assistance-là qui était là. Lucas a suffisamment parlé donc de l'état d'âme des familles qui ont perdu donc leurs membres. Et donc je crois que c'est tout le Togo et toute la communauté internationale donc, qui ont été touchés par le décès de ces casques bleus de nationalité togolaise. Merci beaucoup. Je crois que il ne nous reste qu'à prier pour le repos de leur âme, comme vous l'avez déjà dit, et surtout présenter nos sincères et profondes condoléances aux familles biologiques et professionnelles des victimes. Surtout que ces familles biologiques ne soient pas oubliées après la mort. Et qu'elles ne soient pas oubliées après la cérémonie d'hier. Vous les avez vues. Il faut un mécanisme qui permette de les accompagner. Ce sont des progénitures par exemple, qu'on puisse les prendre en charge. Et je suis sûr, parce que hier, à la place des fêtes, nous avons vu vraiment le chef de l'État lui-même vraiment s'intéresser aux victimes, aux parents de ces victimes qu'il a chaleureusement salué, et puis à qui il a présenté des condoléances très sincèrement, individuellement et publiquement d'ailleurs. Je crois que ce climat va être entretenu pour que sur un moyen long terme, que ces familles puissent être accompagnées pour que le mal ne les ronge pas. Voilà, on va passer à autre chose, c'est sur le plan sous-continental. La 60e session ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est tenue à Abuja. C'était dimanche, il y a une semaine, capitale du Nigeria. Donc, c'était le dimanche 12 décembre dernier. De loin ou de près, nos confrères de la presse écrite et même en ligne ont rapporté l'événement pour leurs lecteurs. Et voici le résumé dans cette compilation de la revue que je vous offre. 60e session ordinaire de la CEDEAO à Abuja. Fonia Singbe et ses pairs ont examiné des questions d'intérêt commun. Lit-on dans le dialogue. C'était le 12 décembre dernier où la vision 2050 a été adoptée, précise le libéral, qui ajoute que les chefs d'État de la CEDEAO ont réitéré leur détermination à lutter contre le terrorisme qui ne cesse de donner de l'insomnie aux populations de la sous-région. Idem dans Écho du pays qui ajoute que l'agenda 2050
a pour mission de relever les défis majeurs. À ce 60e sommet de la CEDEAO renchérit Vision d'Afrique, le retour de l'ordre constitutionnel au Mali était à l'ordre du jour. Aussi, la CEDEAO a-t-elle exigé à l'unanimité le maintien des élections pour le 27 février prochain. C'est de ça également qu'il a été question dans Togo Matin, qui dit que Faure Gnassingbé et ses homologues ont affiché de la fermeté. Ouattara, les vainqueurs, s'est également intéressé à l'adoption de la vision 2050, qui est une feuille de route stratégique pour relever les défis multidimensionnels liés au développement durable des États membres et à l'approfondissement de l'intégration ouest-africaine, comme le précise le journal. Luc, avez-vous une idée des grandes lignes qui auraient meublé cette 60e session ordinaire de la CEDEAO? Non, pas vraiment, hein, mais bon, on a ce qu'on a lu à travers justement les reportages qui ont été faits par les médias internationaux. On retient que, en tout cas, d'abord c'était une célébration, et puis ensuite, de façon fondamentale, c'était le cas malien qui était au cœur des débats, où la CEDEAO semble résolument engagée, déterminée à restaurer l'ordre constitutionnel dans ce pays. Je crois que la CEDEAO fait bien, en tout cas, d'œuvrer de cette manière-là, de manière qu'il puisse avoir la régularité dans tous les pays membres donc, de cette communauté. C'est une très bonne démarche, sauf que, de mon point de vue, je crois qu'il y a d'autres paramètres dont il faut bien sûr tenir compte dans le cas express du Mali, notamment du fait que c'est un pays qui est quasiment ébranlé à tout point de vue par les questions sécuritaires. Et donc, pour avoir une équipe, si vous voulez, une équipe dirigeante légitime, donc qui soit issue d'une élection en bonne et due forme, il faut que les conditions minimales d'organisation des élections soient réunies, en l'occurrence l'intégrité du territoire, de telle manière qu'il puisse avoir une campagne électorale en bonne et due forme. C'est ça qui détermine justement la légitimité de nouvelles élus. Oui. Parce que si ce n'est pas le cas, et si les Maliens sont tellement sous pression, qu'ils sont obligés d'organiser une élection par précipitation et par principe, juste pour le plaisir de la CEDEAO, ça veut dire que le nouveau leader, en tout cas le nouveau dirigeant, qui sera désigné, risque de souffrir d'une infirmité du point de vue de la légitimité. Donc, je crois que la CEDEAO a tout intérêt à accompagner justement les nouvelles autorités actuelles du Mali, de manière qu'elles puissent assainir, en tout cas conquérir d'abord le territoire, assainir le champ politique malien et faire en sorte que les conditions minimales d'organisation d'une bonne élection soient garanties. Parce que c'est le vœu de tout le monde. Le Mali est quand même un pays stratégique. C'est un pays continent, il est assez large. Dès lors qu'il est phagocyté par des phénomènes de djihadisme et de terrorisme, cela entache, vous avez dû le constater, pratiquement tout le Sahel. Le Niger fait partie, le Burkina Faso, etc. Donc ça veut dire que mieux on gère le cas malien, davantage on aura un assainissement de toute cette zone-là et on pourra alors se prévaloir d'avoir limité les marges de manœuvre de ces terroristes et ces djihadistes-là. D'accord. Germain, quelle est selon vous la portée et la particularité de cette 60e session ordinaire de la CEDEAO? Bon, il y a plusieurs sujets qui interviennent dans un contexte tel que décrit par je pense qu'il y a eu cette vision-là qui a été adoptée, la vision 2050 de la CEDEAO, qu'il faut saluer parce que ça voudrait dire que déjà maintenant, les chefs d'État de la communauté veulent voir déjà ce que sera la CEDEAO en 2050, ou ce qu'ils souhaitent. Cette CEDEAO soit donc, que ce soit une communauté plus intégrée au niveau des peuples, au niveau de la circulation aussi des biens et des personnes, au niveau du développement en général et du renforcement de la démocratie. Donc c'est une bonne chose d'avoir un plan comme ça et que d'ici là,
qu'on évalue pour voir quels sont les succès qui ont pu être atteints, les résultats qui ont été atteints dans cette vision-là. Et ça, c'est à saluer. Et en même temps aussi, il faut signaler qu'en Afrique, généralement, et en Afrique subsaharienne, je crois que la CEDEAO est la communauté la plus intégrée, la communauté sous-régionale, la mieux organisée, la plus intégrée. Et c'est à saluer. Et c'est une communauté qui essaie de se donner les moyens, qui essaie d'avoir, quand il le faut, de pouvoir exercer des pressions sur les pays en interne. Et même notre pays, le Togo, est passé par là. On se rappelle que la CEDEAO nous a imposé une feuille de route qui a conduit aux législatives de la Guinée-Bissau aussi et récemment. Donc je pense que pour revenir au cas malien, je pense que la CEDEAO, dans son rôle, et contrairement peut-être à ce que Luc disait, je pense qu'il faut aller aux élections, parce que s'il faut pacifier le pays, on peut ne pas faire les élections dans 5 ans ou dans 10 ans. Parce que pour éradiquer ce mal, peut-être qu'il faudra plus de temps ou moins de temps, on n'en sait rien. Mais le Mali n'est pas à sa première élection quand avec un pays divisé. Vous savez, même les 2 élections de Ibeka qui a été chassé, c'est pas tout le territoire malien qui a été couvert. Des pays comme le Burkina aussi ont fait des élections qui n'ont pas couvert tout le territoire parce qu'il y a des zones aussi à risque. Maintenant, si on suit cet argument des militaires qui disent nous on veut restaurer l'intégrité territoriale avant de passer aux civils, ça va être compliqué. Ça va prendre un temps énorme alors que ce n'est pas le rôle des militaires de diriger. Les militaires, ils peuvent bien être utiles en mettant un civil à la place après une élection et que militairement, ils contribuent à aider ce civil à régler ce problème. Maintenant, si on pense que c'est eux qui doivent le faire et qui doivent rester, la démocratie va prendre un coup. La CEDEAO est formelle. Quand il y a un coup d'État, il faut rapidement revenir à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire qu'il faut organiser des élections pour qu'un civil prenne. Ce n'est pas un candidat de la CEDEAO, mais c'est un civil malien qui va prendre et fera le travail que les militaires disent qu'ils veulent faire. Donc je crois que, et puis au Mali, les militaires nous sont habitués avec leur propension à garder le pouvoir ou à partir à revenir en tant que chef de l'État. Je crois que c'est ce que la CEDEAO ici ne souhaite pas. Je pense que les militaires maliens aideraient la démocratie dans la sous-région, aideraient aussi au renforcement de la CEDEAO. C'est vrai qu'on lui reprochera certaines modifications des constitutions, elle n'a pas réagi, mais dans le cas du Mali, Ibeka n'a pas modifié la constitution, il a été élu, il n'a même pas fini son mandat. Donc on ne peut pas utiliser des questions sécuritaires pour que les militaires s'éternisent. Ils peuvent bien régler ce problème tout en n'étant pas au pouvoir, mais en étant dans leur rôle de militaire. Et je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO ne veut pas transiger là-dessus. Il faut que les militaires passent le pouvoir aux civils, quitte à se mettre à la disposition des civils pour régler le problème de la sécurité. Parce que c'est vrai que cet argument qu'il avance, certains suivants disent oui, on ne peut pas faire une élection dans un pays où c'est pas stable, mais en même temps, c'est pas la première fois que ça se passe au Mali. Récemment, au Burkina, ça s'est passé dans plusieurs pays où l'État n'arrive pas à garantir la sécurité sur tout le territoire, mais on organise les élections là où c'est possible. En attendant, il faut un président légitime. Là, nous avons un militaire, c'est vrai, il peut avoir des ambitions légitimes pour le pays, mais il n'a pas été élu pour ça. Il faut que quelqu'un soit élu pour ça. C'est ça. Ok. Luc, avant que vous peut-être vous pouvez répondre, déjà ma question risque de l'oublier, une question qui me préoccupe et à laquelle vous répondrez par oui et non, et dans les 2 cas justifiés. Pensez-vous que Assimi Goïta, comme le dit, qui est militaire, bien sûr, est prêt à laisser le pouvoir aux civils, que les élections soient organisées tôt ou tard? Mais lui, est-ce qu'il a le choix de dire je vais laisser ou je ne vais pas laisser? Non, il n'a pas le choix, bien entendu, parce qu'il n'est pas élu et il n'est pas habilité à être candidat, à ce que je sache. D'accord. Pour rebondir justement sur son raisonnement, le problème, lorsqu'il parle de légitimité, c'est là où se trouve le problème. Aujourd'hui, les 3 quarts du Mali sont entre les mains des djihadistes. Et donc, lorsque vous choisissez un président qui n'a de légitimité que sur le tiers,
du pouvoir, enfin du territoire, cela cause fondamentalement un problème. Encore que, justement, en prenant l'exemple de Ibeka, c'est sans doute par là qu'est venu le problème et qui a fini par le chasser du pouvoir. Parce que sa légitimité était remise en cause à un moment donné, puisqu'il n'a pas joui de tous les instruments qu'il fallait, en tout cas pour asseoir un pouvoir qui a la marge nécessaire pour assurer l'intégrité du territoire, assurer l'épanouissement du peuple, assurer une vision qui permet justement de clore le pays et l'asseoir et l'engager sur la voie du développement et tout ça. Donc, c'est au regard de tout cela, c'est en tirant les leçons de tous ces éléments-là qu'on peut, bien entendu, comprendre le langage qui est tenu aujourd'hui, surtout que le principe de la reconquête du territoire est mis au cœur du débat et où le pouvoir actuel engage beaucoup de moyens en la matière en acquérant du matériel, des équipements qui se doivent en vue de conquérir, peut-être pas la totalité, mais au moins ce qui peut fonder la légitimité, c'est-à-dire au moins plus de la moitié du territoire malien. Donc il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Et donc, non, en cela, je pense que là où... se trompe entre territoire et population. Non, jusque-là, il n'y a pas de souci. Non, C'est pas de problème. oui, bien sûr. Jusqu'à la fin, Moi, pour pas de faire la démographie actuelle du Mali, parce que quand les 3/4 du territoire ne sont pas sous le contrôle de l'État, ça cause un problème parce que de toute façon il y a des habitants, des habitations. Donc c'est peut-être que vous voulez faire part de la densité, mais oui, ça on peut le comprendre. Mais la vérité c'est quoi? De toutes les fois, oui, mais il y a la souveraineté de l'État qui se définit par rapport donc à tout au territoire. Je crois que d'ailleurs même quand vous regardez très bien la réaction du Mali et de la CEDEAO, quoi qu'on dise, en réalité, l'objectif du sommet consacré au Mali était de prendre des sanctions supplémentaires. Oui. Mais je pense qu'il y a eu des nuances. C'est-à-dire qu'ils ont pris en compte un certain nombre d'arguments fournis par le pouvoir en place actuel et qui relèvent de la réalité existentielle de ce peuple-là. Donc la CEDEAO aiderait davantage à conquérir suffisamment le territoire malien qui puisse favoriser ou qui puisse légitimer l'organisation d'une élection. Et je crois que ça ne va pas demander un temps fou. Il suffit qu'on y mette de la volonté, comme le peuple, enfin le régime malien est en train de s'y mettre. Heureusement que justement par rapport à tous ces éléments-là, le pouvoir malien lui-même a pris l'engagement qu'au cours du mois de janvier, après les assises nationales qui définissent les lignes directrices de la gouvernance de l'État et de ce que le peuple malien même, ce à quoi le peuple malien aspire, il y aura le chronogramme qui va être déroulé courant janvier. Donc je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Sauf que vouloir à coûte que coûte qu'il y ait une élection en février relève bien sûr de l'utopie. Voilà. D'accord, on le verra dans tous les cas. Vouloir c'est pour... C'est bon, voilà. Il faut que les élections soient le programme possible. Je pense sous pression que la junte aujourd'hui... Oui, il fallait quand même donner une date. Et maintenant sur l'espace, en janvier, Mali, le nord du Mali, une bonne partie du Mali, c'est des zones désertiques. Donc parler des 3/4 du territoire ne correspond pas aux 3/4 de la population. Oui, ça c'est sûr. Voilà, donc parlant de légitimité, c'est les voix des populations, c'est pas les territoires. Maintenant, si on fait... Est-ce que c'est pour dire que... Non, oui, mais voilà. Il s'agit là d'une légitimité proportionnelle. Vous voyez en France, Macron a été élu par moins de 30%. Il est légitime. Il est légal, mais il n'est pas légitime. Il est légitime. La loi ne prévoit pas la proportion de la population qui doit voter d'abord. C'est ceux qui vont... C'est juste là-bas, on parlera juste de taux de participation. Et on fera les commentaires sur la légitimité. Mais la loi ne prévoit pas. C'est comme tout à l'heure, on fait une élection, vous dites vous n'allez pas voter. Et les si je vais voter seul, celui que j'ai élu passe. Vous n'allez pas dire comme vous deux, vous n'avez pas voté, donc il n'est pas élu. Oui, bien sûr, on est d'accord là-bas. C'est légal, c'est parce qu'il y a des problèmes. On a élu les gens de cette manière. Aujourd'hui, où il y a des problèmes, exemple, on a perdu 7 soldats. C'est vrai. Oui. Et que l'ONU est là depuis 9 ans. Que les forces sont là, mais c'est pas
la CEDEAO qui vont régler ce problème. Justement, Voilà. Et ce justement, le faux problème n'est pas un problème purement malien maintenant. C'est toute la sous-région. C'est pour ça qu'on parle du G5 Sahel et tout ça. De toute façon, il est né du Mali, à la suite du démantèlement de la Libye. Même les pays comme le Togo et le Mali et le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, qui n'étaient pas dans le G5 Sahel, seront obligés de rejoindre ce groupe maintenant parce que le terrorisme menace toute la sous-région. Donc c'est une solution communautaire. Donc si on dit aux Maliens de le faire ou que la CEDEAO, ça va être compliqué. Moi je pense qu'il faut un Malien élu par les Maliens qui fasse le travail. Et c'est ce qui va se faire. C'est ce qui s'est passé en Centrafrique. Moi je ne suis pas contre que Goïta amène les Russes et tout ça, c'est un autre problème. Mais en Centrafrique, le président a été élu. Il amène les Russes, il a raison. Parce qu'il a été élu pour ça, il a promis aux Centrafricains qu'il va régler le problème de sécurité. Les moyens qu'il veut mettre en œuvre, ça c'est autre chose. Mais lui, il est légitime. Tu diras par exemple, en Centrafrique, est légitime pour faire ce qu'il est en train de faire, même si les gens contestent. Il est mais au Mali, il n'est pas élu. Il est là pour une transition. Il a chassé un président. Qu'on remette un autre président, il faut travailler en fait. Le programme, ne soyez pas pressé. Les grands penseurs politiques nous diront que en politique, on dit souvent que l'appétit vient en mangeant, mais en politique, c'est l'inverse. L'appétit mange plutôt en voulant. On est en train de voir Assimi Goïta facilement accepté organiser les élections dans le délai que la CEDEAO. Encore que elle n'est pas d'accord, sinon il n'est pas d'accord. Goïta a des différends avec la CEDEAO. Non, c'est vrai qu'il y a pas de faire, si vous voulez, il y a des sujets. Ça ne va pas être facile. Si élection, il doit y en avoir en février. Mais à ce sommet, il n'y a pas eu que le problème du Mali qui était au centre. Vous l'avez dit, le terrorisme également était au centre de la préoccupation. Même l'économie et pourquoi pas même la santé était au cœur des préoccupations. Oui, il y a une certitude. C'est que, en fait, quand vous analysez un peu la situation des pays, pas seulement de la CEDEAO, mais bon, puisque nous sommes dans le contexte de la CEDEAO, on va limiter notre champ d'analyse par là. C'est qu'il y a un recul à plusieurs égards, notamment aussi sur les questions démocratiques, tout comme sur le plan de l'économie. Et ça, c'est lié justement au chamboulement causé par la survenue subite et inattendue de Covid. Ça, c'est le principal élément qui a dégradé véritablement le niveau, voilà, la capacité de gouvernance des États en Afrique de l'Ouest. C'est vrai que ce n'est pas la seule raison. Il y a les principes démocratiques eux-mêmes qui n'ont pas été suffisamment respectés, observés dans bon nombre de pays de la sous-région. Mais dans l'ensemble, on constate un recul. Un recul du point de vue économique, un recul du point de vue, je veux dire, démocratique. Et donc, ça veut dire que c'est au regard de tous ces éléments-là que les chefs d'État ont décidé d'adopter une nouvelle vision qui va alors servir, si vous voulez, de feuille de route pour les nouvelles actions qui seront entreprises en vue de relancer justement l'activité économique, d'assurer l'épanouissement du peuple et de consolider les fondamentaux démocratiques. Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, on ne peut plus contourner le principe de la démocratie dans nos pays. Donc, tous ces éléments fondateurs sont extrêmement intéressants. Maintenant, il y a une chose qui est, bien entendu, de prévoir, d'envisager, de définir, mais une autre est de se donner les moyens de pouvoir matérialiser justement cette vision. Et donc c'est à ce niveau que nous attendons les chefs d'État. Parce que quand vous regardez ce qui a été fait par le passé, depuis la création de la CEDEAO, par rapport aux objectifs qui avaient été définis à l'époque, on peut se dire oui, il y a eu du chemin, mais il y aurait dû avoir plus de chemin si la volonté politique était engagée et si les acteurs de l'appareil directionnel de chaque État étaient vraiment engagés à asseoir les socles de la démocratie et assainir vraiment le champ d'exercice. C'est un sujet très vital, continentalement parlant, et c'est là aussi, je voudrais l'avis de Germain Pouli, l'analyse là-dessus. Tout ça pour peut-être 2050. Est-ce que vous ne voyez pas que la CEDEAO beaucoup trop embrassée. Non, ça fait 30 ans. Non, pas du tout. Je pense que c'est ce qui a justement manqué à la CEDEAO.
Il faut voir loin, c'est ce qui se fait généralement en Occident. Et nous, on perd en efficacité parce qu'on ne voit que le court terme. Ceux qui parlent aujourd'hui de la vision 2050, il n'y aura personne en 2050 pour voir ce que sera. Tous vont partir du pouvoir avant donc cette date. Ce sont les autres ils travaillent pour ceux qui seront. Il y en aura peut-être. En 2050, il n'y aura personne. C'est dans 30 ans. Oui, dans 30 ans. C'est 4 ans. Non, il y aura personne au pouvoir. Ah, ils seront pas au pouvoir. Oui, qui ne seront pas. C'est bon de clarifier. Oui, ça veut dire que nous aussi. Je veux dire, ils ne seront pas forcément tous au pouvoir. Non, aucun ne sera au pouvoir. Non, de toute façon, tel que les textes sont en vigueur dans nos États, en 2050, logiquement, personne de ceux qui sont. Oui, mais il faut travailler pour ceux qui seront là en 2050. Et c'est ça qui est intéressant parce que généralement, nous, on travaille pour nous-mêmes. Ce qu'on peut faire, on ne pense pas aux générations futures. Donc, la CEDEAO, il faut déjà la dessiner en 2050 et après. Donc ceux qui seront là en 2050 verront jusqu'où ceux-là se sont arrêtés. Ils vont projeter à 2100, ainsi de suite. Donc c'est là où je trouve que c'est une démarche assez intéressante. Et encore une fois, on sous-estime la CEDEAO, mais comme je le disais, c'est l'une des meilleures organisations, la mieux intégrée en Afrique. Et c'est pour ça que des pays comme le Maroc se battent pour intégrer la CEDEAO alors qu'ils ne sont même pas dans cette zone géographique. D'accord. Aucun centime ne devrait plus, nous quittons la CEDEAO pour notre pays, aucun centime ne devrait plus être versé pour se faire établir un acte de naissance sur toute l'étendue du territoire national pour les couples en âge de procréation encore. Un cadeau de nouvel an du gouvernement pour le peuple togolais. Germain Luc, la bonne nouvelle a été annoncée mercredi lors du Conseil des ministres. Une nouvelle rapidement relayée par les réseaux sociaux et surtout la presse écrite, dont voici les commentaires. Seul temps pour la presse togolaise lance Canal D qui fait allusion au dépôt de Ferdinand Haïté et de Joël Ega. Plusieurs voix dès le 1er janvier 2022, acte de naissance gratuit pour tous. C'est la bonne nouvelle du Conseil des ministres rapportée par Atopani à ses lecteurs. Oui, la délivrance des actes de naissance sera gratuite à compter du 1er janvier 2022, confirme le libéral. Idem dans Écho du pays qui précise qu'à partir du 1er janvier 2022, aucun parent ne va plus refuser de faire établir à son enfant son acte de naissance sous prétexte qu'il n'a pas d'argent. Selon Ouara les vainqueurs, cette décision salutaire s'inscrit dans le cadre de l'inclusion sociale qui fait partie de la feuille de route gouvernementale et qui est l'une des promesses du chef de l'État lors de sa campagne électorale. Selon le journal, elle vient s'ajouter à la césarienne gratuite, à la consultation pré- et postnatale gratuite, gratuité des actes de naissance et maintenant se demande Flambeau des démocrates qui trouve que le gouvernement pourrait mieux faire en étalant la mesure au certificat de nationalité et à la carte nationale d'identité qui sont des documents autant importants dans la vie de tout citoyen et dont la délivrance coûte encore cher. Pour ce que vous avez pu constater, indépendant de notre volonté, ce sont les aléas de la technique, et acceptez ça. Césarienne gratuite Germain, consultation pré- et postnatale gratuite. Aujourd'hui, l'établissement des actes de naissance gratuits. Voilà ce que Fort Gnassingbé et son gouvernement sont en train d'offrir aux populations togolaises. Comment avez-vous, à votre rédaction, apprécié la mesure?
Non, il n'y a pas que ça, c'est seule gratuité. Hein. Il y a eu les inscriptions aux examens qui ont été gratuites. Oui. Il y a eu quelques années auparavant la gratuité au préscolaire et tout ça. Donc voilà, on évolue vers plus de gratuité et donc on ne peut que saluer donc, ce gouvernement qui de plus en plus se soucie des problèmes quotidiens des Togolais et s'engage ou s'emploie à faciliter la vie aux Togolais. Vous savez, aujourd'hui, l'acte de naissance, c'est quelque chose d'assez important. L'identité de la personne, l'existence de la personne dépend de l'acte de naissance. C'est de là que découle la nationalité, c'est de là que découle tout ce qui peut nous permettre après d'exister. Et donc on sait que dans nos sociétés qui pendant longtemps étaient des sociétés analphabètes, ne serait-ce que pour les parents qui beaucoup n'étaient pas allés à l'école et n'ont pas envoyé dès qu'ils font des naissances et ils font des enfants, c'est pas une préoccupation pour eux d'aller déclarer déjà à l'hôpital et puis après d'aller vers un état civil pour établir. Donc il y a eu beaucoup de jugements supplétifs qui continuent par se faire parce que au moment de la naissance on n'a pas pu faire ces actes de naissance. Et moi j'aurais peut-être souhaité qu'on ajoute un peu à cela pour faciliter cela un service d'état civil dans les plus grandes maternités par exemple. Pour que quand un enfant naît en même temps, qu'il y ait un officier d'état civil à côté, qu'il le lui fasse. Bon, maintenant on ne va pas aussi trop demander, c'est gratuit, les parents ont le temps d'aller dans une mairie ou dans un état civil et puis le faire. Mais il y avait eu ce débat-là pour encourager les parents donc, à faire les actes de naissance. Et là on peut vraiment saluer cette décision gouvernementale, c'est un bon cadeau de fin d'année pour les populations. Et on espère que la collaboration avec les mairies va bien se dérouler et qu'il n'y aura pas de couac dans l'application de cette Justement, décision. c'est ce que je voulais demander à Luc. Quelle garantie pour sa mise en œuvre effective, surtout dans les zones loin du regard de l'administration. C'est ce qui se passe. Oui, bon, c'est lié. Comment faire pour que cette mesure à l'état d'esprit des agents qui seront engagés pour mettre en œuvre ces genres de mesures. Vous avez parlé de cadeaux, vous avez parlé d'offres et tout. Moi, j'inscris cela simplement dans le registre des mesures. Parce que voyez-vous, la vocation du dirigeant, c'est précisément cela. C'est-à-dire que il est à la tête d'un bien commun. Les citoyens travaillent pour générer des ressources, c'est-à-dire que créer la richesse nationale. Et donc, sa responsabilité, c'est d'œuvrer pour la répartition en fonction des besoins vitaux de ces populations-là, de telle manière que la population puisse sentir un soulagement par rapport à un certain nombre de besoins essentiels. Et je crois que de ce point de vue, ces genres de mesures sont effectivement intéressantes et qui montrent que, bon, quelque part, on commence à comprendre avec plus de précision les besoins élémentaires et essentiels. Parce que lorsqu'on fait de la gratuité, enfin de l'école primaire et préscolaire, on le rend gratuit, on la rend gratuite, et puis bon, pour aller à l'examen également, ça c'est déjà intéressant. Ça veut dire que après appréciation du niveau de recettes des ressources de l'État, les gouvernants ont compris que ces genres de mesures, certes, vont coûter à l'État, mais il pourra le supporter. Et donc, dans cette dynamique-là, on ne pourra qu'encourager les gouvernants à rester dans cette dynamique, mais au mieux encore, à œuvrer de telle manière à apprendre à la population à mieux pêcher, plutôt que de lui donner le poisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ces mesures-là sont intéressantes, oui, parce que alors ça soulage les armes, ça soulage la population et tout ça, mais au même moment, il faut veiller à ce qu'il y ait l'épanouissement effectif de la population. Que la capacité, la marge de manœuvre de chaque citoyen et son champ de compétences en termes d'action et de contribution à la création de la richesse soit effectif. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut réfléchir en termes d'investissement dans le social. Quand je parle d'investissement, ce n'est pas une assistance. C'est-à-dire qu'il faut en même temps analyser les différents pôles de vie de la société, œuvrer pour créer des géants
sur qui il faut investir pour que la richesse puisse se créer à tous les niveaux. Parce que si ce n'est pas le cas, toutes ces mesures-là vont peser sur l'État. Et si sa capacité de mobilisation des ressources, à un moment donné, s'effrite, ça va se ressentir directement. Vous voyez qu'à l'heure où nous parlons avec l'effet Covid et tous les aléas qui ont percuté les plans et les visions des gouvernements, vous voyez que les États suffoquent. Au point où, par moment, nous sommes obligés de recourir sur le marché régional pour faire des emprunts obligataires, etc. Donc, si nous voulons vraiment consolider notre capacité à aller vers la souveraineté, il va falloir compter sur les champions nationaux. Faire en sorte que la richesse puisse se créer de partout. Et que tout ne se repose pas fondamentalement sur l'État seul. Parce que si tout repose sur l'État, vous voyez, il y a un concours qui est annoncé, vous verrez combien de personnes vont vouloir candidater. Ça veut dire que tout le monde ne regarde que l'État. Il faut que l'État dissert les taux sur lui-même en créant en amont des pôles qui absorbent. Je prends par exemple le secteur privé. S'il y a suffisamment d'opérateurs économiques solides et qui ont des moyens de se faire valoir dans leur domaine de compétences, ils absorbent une bonne partie des ressources du pays. Parce que chaque citoyen, dès lors qu'il est né et il acquiert une compétence, a droit à un travail. Ça fait partie des droits fondamentaux. Mais si l'État n'a pas ces moyens-là aujourd'hui, c'est parce que, entre-temps, on n'a pas travaillé en amont sur la création des champions nationaux qui vont relayer en bonne partie l'État et qui feront que la richesse du pays appartienne véritablement aux nationaux. On vous comprend, je crois que il y a plusieurs projets que depuis son arrivée Fort Essos Mnangagwa et ses gouvernements ont lancé. On a des FNFI, on a des MIFA, on a beaucoup de projets, mais disons que le Togo, la précarité du Togo vient de très loin et il faut aussi du temps pour pouvoir vraiment asseoir la scène. En tout cas, je ne sais pas quelle est votre réaction par rapport à ça. Non, ce qu'il dit est logique, sauf que c'est deux secteurs assez différents. Là, nous sommes vraiment dans le social, c'est pas sur le plan économique, c'est social, mais sur le plan économique, il y a des mesures assez encourageantes. C'est vrai qu'on n'a pas encore de grands champions au Togo, mais on a quand même des entrepreneurs qui se font valoir, et j'ai eu l'occasion la semaine dernière de rencontrer un entrepreneur togolais qui a été élu meilleur entrepreneur africain de 2021. Je dis, mais si on a ça au Togo, c'est extraordinaire. Et c'est un jeune, à peine cinquantaine d'années, qui se bat. C'est vrai mais c'est pas aussi facile. Il faut que l'État aide ces entrepreneurs-là. Surtout après la pandémie, on a besoin de relancer l'économie. Et tous ces entrepreneurs-là, ils souffrent. Heureusement que le gouvernement a mis en place ce cadre entre l'État et le secteur privé, et ils se réunissent. Il y a une collaboration aussi. Voilà, donc pour voir un peu comment aider l'État à la relance économique post-Covid, parce que c'est véritablement l'enjeu. Il faut que ces hommes-là, leurs entreprises prospèrent pour qu'ils paient les impôts et les taxes qui vont donner de l'argent à l'État pour rendre gratuit un certain nombre de services. C'est parce qu'aujourd'hui, comme il le disait, l'État a la capacité de rendre ça gratuit. Dans d'autres États, c'est toujours payant parce qu'on se dit, ça aussi, c'est beaucoup d'argent que les actes de naissance rapportent, c'est beaucoup d'argent que les frais d'examen rapportent et tout ça. Mais quand l'État arrive à supporter, se dit, bon, on en a un peu, on peut soulager la population et exempter de certaines taxes. Et donc, si le secteur privé est fort, il y aura beaucoup plus d'entrées. Et il faut saluer aussi la performance de l'OTR, qui exceptionnellement depuis 4 ans a réalisé une mobilisation conséquente de plus de 340 milliards pour le premier semestre de 2021, ce qui est extraordinaire. Ces 4 dernières années, on n'a jamais vu ça. Donc ça veut dire que la relance est prometteuse, mais ce budget, encore une fois, ne nous permet pas de régler la plupart des problèmes qu'on a. Il faut que l'OTR arrive à mobiliser beaucoup plus que ça. C'est vrai que c'est un exploit, mais il faut que le secteur privé ait les moyens, ait les ressources pour se relancer et que donc finalement des entrées au niveau de l'État soient effectives. Donc il y a quand même des projets où aujourd'hui on encourage à aller vers une industrialisation
l'industrialisation du pays, donc avec la PIA par exemple. Avec la PIA d'Adeti, on facilite aussi la création des entreprises. Maintenant, il faut que les jeunes comprennent qu'il n'y a pas que l'État, comme il le disait. Il faut songer à aller dans le privé, que des économies assez fortes comme celle du Japon reposent aujourd'hui à 80% sur le privé. Donc l'économie repose à 80%. J'ajoute qu'il n'y a qu'au Togo qu'au XXIe siècle, on doit attendre forcément un concours national. Non, c'est pas au Togo. Dans les pays africains. La plupart c'est surtout au Togo, l'État fait l'effort là-dessus de lancer depuis 5 ans un concours chaque année pour absorber, et comme Luc le disait, ça se sent, la précarité se sent lorsque à chaque concours vous allez voir les files indiennes de candidats pour un nombre très réduit. Vous allez voir des listes assez longues. C'est vraiment que la situation du Togolais n'est pas encore heureuse. Mais nous parlions de la suppression des frais d'établissement des actes de naissance. Et là, nous encourageons les uns et les autres à chaque fois que le besoin, la situation arrive, à profiter de cette gratuité pour délivrer ou établir des actes de naissance. Mais je me joins au journal Flambeau des démocrates pour demander au gouvernement dans les années à venir, pourquoi pas de pouvoir faire encore mieux, que Dieu lui donne encore les moyens pour aller plus loin. Voir les actes de nationalité, les certificats de nationalité et les cartes nationales. Mais ce n'est pas une raison, chers compatriotes, de continuer par multiplier, par faire beaucoup d'enfants. Parce que même si on ne peut pas faire les actes de naissance, on doit les supporter dans tous les cas. Attention, cette question est quand même discutable. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que pendant longtemps, on disait que les Chinois étaient très attention. Aujourd'hui, c'est une force. Il y a un énorme débat là-dessus parce que les indicateurs, même les éléments qui contribuent au coronavirus incluent fondamentalement une certaine forme de densité par kilomètre carré. D'accord. Jusqu'à preuve du contraire, l'Afrique n'a pas encore atteint ce niveau-là qui permet de penser, puisque en fait, il n'y a pas d'autre richesse que d'homme en réalité, il faut le savoir. En réalité, un être humain est une richesse à part entière. Le problème, c'est le produit. Voilà. Donc, l'enjeu pour le pays, c'est de travailler sur la capacité de production de chaque citoyen, c'est-à-dire sa capacité de contribution à la création de la richesse. Voilà, c'est ça l'enjeu. D'accord. Là, je me demande, je m'excuse, devant Dieu et devant les hommes. Alors, cette mesure, et là, nous l'avons déjà épluché ce point. Cette mesure, si elle est respectée, peut être un palliatif de la vie chère à laquelle à laquelle on assiste cette année, auquel les journaux ont fait cas, surtout à ce début de fête de fin d'année. Alors, mais comme vous l'avez dit, je crois que chacun doit se battre pour que la crise ne passe pas par lui. Ça nous permet d'aller à notre plat, notre dossier qui nous intéresse. La semaine qui s'achève a été très cauchemardesque pour la presse togolaise, et pour cause des interpellations en série dans ses rangs pour des propos tenus sur X ou sur Y. Ferdinand Haïté et Joël Ega, respectivement directeurs de publication des journaux Alternative et Fraternité, reposent depuis quelques jours dans la cellule de la brigade de recherche et d'investigation BRI, sous mandat de dépôt, bien sûr. À eux vient s'ajouter Isidore Kououanou d'une chaîne YouTube sur laquelle ils auraient prêché leur évangile. Une affaire qui a fait sortir les évêques de leur sanctuaire, qui ne pouvaient pas laisser indifférents nos rédactions, dont voici les commentaires. Saltan pour la presse togolaise lance Canal D qui fait allusion au dépôt de Ferdinand Haïté et de Joël Ega. Plusieurs voix, dont celle de l'UFP Togo, du PPT et du Syngit, sont montées au créneau pour réclamer la relecture du code de la presse. Leur conseil
et l'homme Badé nous apprend l'intelligent aurait introduit une demande de mise en liberté provisoire mercredi dernier. Et ce n'est pas tout. Le journal continue et dit que même les hommes politiques et la société civile se sont également saisis de l'affaire. Le journal n'en veut pour preuve que les sorties du pasteur Edo Komi du mouvement Martin Luther King, Sénat à l'appui de l'UFC, professeur David Dossé du Front Citoyen Togo, debout, de professeur Wolu Komi, secrétaire national du PSR. Les confrères Ferdinand Haïté et Joël Ega, toujours en détention, écrit libéral qui rassure que des plaidoyers sont en train d'être menés en faveur de leur mise en liberté. Avec ces arrestations, relève le perroquet, le Togo fait encore parler de lui. En matière des droits de l'homme, au Togo, 2 journalistes sont placés sous mandat de dépôt et un autre sous contrôle judiciaire. Écrit le messager qui fait allusion à Ferdinand Haïté, à Joël Ega et à Isidore Kouanou, respectivement directeur de publication des journaux Alternative Fraternité et de la chaîne YouTube. Voilà les vainqueurs s'est intéressé à la réaction des organisations de presse qui condamnent la procédure. Le journal n'a pas passé sous silence la réaction des évêques qui plaident pour la libération pure et simple des détenus. Mécontents, les évêques réclament la libération des détenus renchéris à Topani et la Nouvelle Tribune. Selon eux, relayées par Flambeau des démocrates, ce sont des arrestations préjudiciables à la cohésion sociale. Le journal rassure que les organisations de presse comme RSF, UPF Togo, PPT, Saint-Gite sont debout pour leur libération. Joël Ega et Ferdinand Haïté, 2 bons esprits mal compris, martèlent Fraternité qui trouve que c'est une mauvaise publicité pour le Togo. Tout en témoignant nos compassions, notre amitié, notre solidarité à nos confrères, on peut se permettre de s'interroger sur ce qui leur vaut cette situation que personne d'entre vous et moi ici n'aurait souhaité, n'est-ce pas, Germain? Oui, ben, vous savez, un journaliste n'a pas sa place en prison. Et ça, on le dit depuis que notre pays a fait ce choix juridique de nous doter d'un code de la presse et de la communication qui, dans la plupart des cas, a été délesté de peines privatives de liberté. Donc, dans l'exercice de notre fonction, à part quelques crimes assez extraordinaires comme l'incitation à la haine ethnique, l'appel à la rébellion, un certain nombre de choses, le journaliste ne peut pas aller en prison. Donc, pour ces propos et pour des délits ou des fautes qu'il aurait pu commettre donc, dans l'exercice de ses fonctions. On en était là et on s'en réjouissait. C'est vrai qu'il y a un journaliste qui est en prison depuis quelques mois, mais ça n'a rien à voir avec le cas Ferdinand. Voilà, l'exercice de sa profession. Donc on se disait que on n'a pas de journaliste en prison et que ça va continuer comme ça. Et donc ce qui s'est passé avec l'incarcération donc de nos confrères vient quand même refroidir un peu la ferveur dans la presse pour se dire mais quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on peut se retrouver donc en prison? Et on a compris dès le départ qu'il ne s'agissait pas de l'application du code de la presse, mais qu'il s'agissait bien de l'application du code pénal, donc aux faits qui sont reprochés et à nos confrères, et la sortie donc du procureur de la République a essayé d'éclairer un peu l'opinion.
sur le fait qu'on applique le code pénal à ces journalistes-là. C'est vrai que légalement, c'est vrai que dans les textes, ça se justifie leur détention, mais nous continuons à les considérer comme des journalistes qui sont dans l'exercice de leur fonction et souhaitons que même si le code pénal peut être appliqué, on souhaite vraiment que ce soit le code de la presse qui soit appliqué prioritairement à cette situation. Oui, Luc, cette situation ne lance-t-elle pas le débat de la liberté de la presse au Togo? Malheureusement, oui. De l'extérieur, le regard qui est porté sur le Togo, c'est comme si le Togo marchait à reculons. Je salue la sagesse qui a meublé le raisonnement de mon confrère Germain, parce que, vous savez, c'est des confrères. Nous les connaissons comme tels et tout le monde au Togo les connaît comme étant des journalistes. Il a fallu justement cette situation pour qu'on se rende compte d'un certain nombre de dispositions qui heurtent malheureusement le bon sens, même dans le code de la presse, qui extrait le journaliste de ses prérogatives de journaliste lorsque il s'exerce sur un canal qui n'est pas reconnu ou qui n'est pas sous l'escarcelle de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ça veut dire que le code de la presse ne l'avait pas prévu. Non, le code de la presse dit qu'il ne prend pas en compte les réseaux sociaux, les médias sociaux, etc. Et que bon, donc un journaliste qui qui commet un délit sur ces canaux-là tombe sous le coup du droit commun. Ce qui est à vrai dire une absurdité, parce que en réalité le code protège les individus. Ce ne sont pas les canaux que le code protège. Il faut que ce soit clair. Ça veut dire que lorsque tu as une identité qui est socialement reconnue, quel que soit l'endroit où tu commets l'infraction dans l'exercice de tes fonctions, ça, je pense qu'il faut le préciser. C'est d'ailleurs pour ça que, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que l'allusion qu'il faisait à un autre journaliste qui est en détention n'a pas suscité autant de... Parce que ce n'est pas dans l'exercice de ses fonctions. Mais le code protège le journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Et je crois qu'en la matière, nous sommes de plein pied dans le contexte de l'exercice de la fonction de journaliste. Et si infraction il y a, il faut bien que le particulier puisse primer sur le général. Donc le code de la presse est l'instrument le plus adéquat, d'autant plus qu'il prévoit des amendes, bref, des sanctions aussi lourdes que ce que prévoit le code pénal. Sauf que le principe même de l'emprisonnement du journaliste va causer beaucoup de problèmes, et vous avez vu tout le tollé que cela a créé au plan international. Et lorsque moi je lis dans des journaux internationaux comme le Monde, où on dit que dans ce pays, dans ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest, les journaux critiques ont toujours fait et sont régulièrement l'objet de suspensions, etc. Je me mets en même temps à la place du citoyen qui est de l'extérieur. Quel est le regard qu'il porte? Or, ces genres d'appréciations qui viennent d'Amnesty International, de RSF, en tout cas des organisations qui jouissent d'une certaine crédibilité au plan international, non seulement participent à écorner l'image du pays, mais influent directement sur les indicateurs de démocratie et beaucoup d'autres choses, et démobilisent même les investisseurs, parce qu'il y a quand même des principes directeurs qui mobilisent, qui permettent à un investisseur de pouvoir choisir tel ou tel pays pour pouvoir investir. Donc, je pense qu'il y a un journal qui dit qu'il s'agit d'une mauvaise publicité. C'est vrai. Nous, on n'est pas en train de dire qu'il faut disculper les journalistes. Si faute il y a, il faut bien que la faute soit sanctionnée. Parce que notre aspiration, c'est de tendre vers l'excellence. C'est de faire en sorte d'être le plus professionnel possible. Et si dans ce parcours-là, malheureusement, nous culbutons par rapport à certains principes, il faut que nous soyons protégés par le texte qui a coûté autant d'énergie à l'État, aux acteurs des médias, etc., pour être adopté. Donc c'est une question de bon sens et de cohérence en vérité. Tout à fait. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est parti, mais j'allais vous demander que viennent chercher les hommes en soutane dans une affaire pareille. Une fois encore, nous plaidons pour un règlement à l'amiable et nous invitons nous-mêmes à une meilleure gestion de notre liberté d'expression dans le strict respect du code de la presse qui proscrit la diffamation, le dénigrement et l'atteinte à la dignité humaine. Vous vous en souvenez? Et
et surtout au respect de l'autorité. Car comme l'a dit Bossuet, toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Même si ce n'est pas le cas ici, nous devons nous mettre dans la tête que la vie privée est sacrée. C'est sur cette exhortation que prend fin notre messe de ce jour, l'avant-dernière messe de l'année 2021. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, chers confrères, et félicitations pour vos propos, vos analyses, vos commentaires. Merci à l'équipe technique Nyon Makaka au montage, Ibrahim Mati au cadrage, Gantin Bidola à la mise en orbite. Et on se sépare sur cette sagesse du psaume 5 qui dit, je cite, « Heureux les artisans de la paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux les artisans de la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Bonne méditation et à dimanche prochain.